Assalamu alaikum. Donc j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais très hâte de vous tourner. C'est la lecture des meilleures lectures que j'ai pu faire du coup en 2024. Donc préparez vos petits crayons pour prendre note. De toute façon, si vous me suivez, je pense que vous avez déjà une petite idée desquelles vont revenir. J'en ai mis 5, mais il y en a quelques-uns que honnêtement, ils sont pas très loin. Je vous avoue, les 4 premiers, ça a été une évidence. Le 5e, j'ai pas su trop lequel mettre. Du coup, je vais vous en présenter 5 là, mais je vais évoquer certains autres qui méritent tout simplement d'être évoqués, d'être un petit peu rappelés, d'être un petit peu mis en lumière. Donc en 5e position, La Gueule du Loup. J'aurais pas pensé le mettre, mais en fait il m'a vraiment marqué. Donc c'est de Éric Pessan et c'est un roman qui va être un peu compliqué à lire pour certains parce que ça aborde l'inceste, mais ça aborde l'inceste de manière vraiment très, je dirais pas survolée, parce que c'est pas forcément le cas, mais on part vraiment pas dans les détails et c'est vraiment évoqué qu'à la toute fin en fait du bouquin. Mais je tiens à le préciser parce que c'est un sujet quand même important, c'est un sujet voilà qui mérite des trigger warnings, donc je préfère le dire. Mais ici, ce qui m'a le plus marqué, c'est vraiment l'ambiance qu'il y a pendant tout le début du roman en fait, avant qu'on comprenne vraiment ce qui s'est passé, ouais, avant que voilà ce soit résolu. Je peux pas en dire plus sans spoiler, mais j'ai vraiment adoré la façon dont l'auteur arrive à mettre vraiment cette ambiance très creepy, très... On se pose 1000 questions sur qu'est-ce qui s'est passé, etc. Parce qu'on suit en fait une famille qui, pour le confinement du Covid, enfin c'est pas dit que c'est pour le Covid, mais c'est un petit peu la même idée, donc je pense que c'était inspiré du moins du Covid. Donc une famille se retrouve en fait dans l'ancienne maison de la mère, je crois, parce que c'est la maison des grands-parents, et le père, lui, il est resté en fait dans leur appartement à Paris, je crois, parce qu'il est infirmier, donc du coup il va pas venir tout de suite, et voilà, ils ont décidé d'éloigner en fait la famille pour les mettre à l'abri du virus, et du coup eux se retrouvent dans l'ancienne maison de la mère, dans laquelle elle a grandi, dans laquelle elle a vécu avec un frère, et du coup il y a des petits souvenirs qui reviennent par rapport à justement ce qui s'est passé dans cette maison dans laquelle voilà, il s'est passé certaines choses pas forcément très agréables, et on a vraiment cette ambiance, on dirait vraiment qu'on est surveillé, on dirait qu'il y a une présence, mais on dirait presque une présence surnaturelle en fait, et je trouve que c'est super bien fait. La plume de Éric Pessan est hyper entraînante, hyper visuelle, hyper immersive. Franchement, j'ai adoré cette histoire. J'ai pas adoré le sujet, mais j'ai adoré la manière dont c'était traité. L'ambiance, c'est vraiment l'ambiance dont je me souviens. L'ambiance et l'écriture qui étaient hyper agréables. Je vais vous lire juste un paragraphe. De retour dans ma chambre, les bras sous la tête, je compte les fissures au plafond. Je n'aime pas cette pièce, c'est étrange la peur. Quand j'étais gamine, je ne pouvais pas me coucher sans avoir ouvert mon lit en grand et regarder si la couette ne dissimulait pas un danger. Sous le lit, en revanche, je ne vérifiais jamais. Je ne craignais pas qu'un monstre soit tapis dans l'attente de m'attraper une cheville avec ses griffes ou ses crocs. Ce serait d'ailleurs faire offense à toutes ces heures de terreur que de s'en tenir à un monstre. Ce n'était pas d'un monstre que j'avais peur, l'image est trop réductrice. C'est presque mignon. Une créature sous le lit, une banale bestiole maléfique, anodine, qui croque les orteils des imprudents. Un monstre qui pourrait s'apprivoiser, un monstre qu'il serait possible de dominer, comme dans un livre que je lisais, Max et les Maxi-monstres. Non, le monstre caché sous ma couette n'était pas vraiment un monstre, il n'avait pas de forme précise. On craint moins ce que l'on peut concevoir. Impossible de dire s'il avait des écailles ou des poils, une gueule ou un bec. Le monstre sous ma couette était une présence, une chose imprévisible, foncièrement mauvaise, illogique. Voilà, je trouve que... Bref, je suis amoureuse de cette plume. Faut d'ailleurs que je lise d'autres romans vraiment de cet auteur parce que j'avais adoré, vous l'aurez compris. Ensuite, pareil, c'est la plume qui a vraiment tout fait. Le Cri de la pierre de Fadwa Tuqan à la maison d'édition L'Asiathèque Poche. Comme vous pouvez le voir, du coup, j'en ai lu que la moitié parce qu'en fait, c'est 2 tomes, donc j'ai lu le premier tome. C'est la biographie de cette poétesse, donc une poétesse palestinienne qui a vécu des choses pas forcément évidentes, forcément comme toute palestinienne, vous me direz. Et en fait, ce qui m'a le plus plu, c'est vraiment la plume, parce qu'on sent vraiment justement ce côté poésie qui retranscrit même dans les moments où elle nous retranscrit pas en fait ses poèmes. En fait, je me suis vachement attachée à elle. Elle a une façon d'exprimer certains sentiments qui sont des sentiments auxquels je me suis hyper reconnue en fait. Pourtant, on n'a pas du tout eu la même vie, mais il y a des moments, les sentiments qu'elle décrivait, c'était des sentiments que j'ai pu moi-même ressentir à un moment donné de ma vie, voire au moment où je l'ai lu. Et du coup, je pense que voilà, cette attache-ci, ça a fait que forcément, je me suis hyper attachée à l'autrice, à la palestinienne, à la poétesse qu'elle était. Et ça fait que même s'il y a des moments où oui, c'est un petit peu redondant parce que au début de sa vie, elle a pas une vie très facile,
parents acceptent pas forcément qui elle est, et du coup c'est très redondant dans le sens où elle a un petit peu toujours les mêmes journées, et c'est décrit un petit peu de cette façon-ci, mais de façon très très différente, mais on sent vraiment voilà que c'est toujours les mêmes habitudes en fait qu'elle a. Et c'est un roman qui, malgré ça, malgré le fait que j'ai bien ressenti en fait le fait que c'était toujours la même chose, je sais pas, je me suis tellement laissée porter par la plume que j'ai pas du tout ressenti en fait cette redondance. Je l'ai aperçue mais je ne l'ai pas ressentie, et je me suis juste totalement laissée embarquer, et j'ai adoré cette plume. Pourtant la biographie c'est vraiment pas le style de roman que je peux lire habituellement, pour lequel je m'attache en fait, mais ici j'ai vraiment adoré cette lecture. On voit en fait la poésie qu'elle place, elle prend doucement dans sa vie, on voit la relation qu'elle a pu avoir du coup avec sa famille qui n'était pas forcément évidente, on voit le lien surtout avec son grand frère, qui était un grand auteur je crois, Ibrahim de souvenir, Ibrahim Toben. J'ai vraiment adoré ce premier tome, il faut absolument que je lise du coup le deuxième en 2025, Inch'Allah ça sera fait, parce que je suis tombée amoureuse en fait de la plume de cette autrice. J'aimerais bien découvrir certains des poèmes du coup qu'elle a écrits, Inch'Allah ce serait traduit en français, ce serait pas mal, mais j'ai vraiment adoré cette plume. Ensuite, Nos silences sont immenses de Sarah Roula, c'est un roman aux éditions Face Cachée. Dans cette histoire c'est le personnage qui reste en tête, parce qu'on suit Zora. En fait elle est née dans une famille où il y avait que des filles, et du coup quand elle naît sa mère l'accepte pas vraiment, et elle pense qu'en fait elle est maudite parce que c'est encore une fille, et du coup elle est vraiment voilà un petit peu rejetée par sa famille, sachant qu'elle ne veut pas faire comme ses sœurs, elle veut pas travailler la terre je crois que c'est, et du coup un petit peu par hasard elle se retrouve embarquée avec une soigneuse, vous savez les soigneuses arabes qu'il peut y avoir, et elle apprend plein de choses avec cette dame, et on voit en fait vraiment à quel point elle s'ouvre au monde à travers cette connaissance qu'elle acquérit, et c'est hyper agréable de la voir s'ouvrir, de voir qu'elle devient en fait qui elle doit être, comme si c'était normal. Et la plume de l'autrice rend les choses tellement poétiques, tellement douces, mais mélangées avec beaucoup de cruauté, parce qu'on a quand même l'aspect vraiment de l'Algérie occupée, parce que j'ai oublié de le dire, mais ça se passe au moment de l'Algérie occupée, et on sent vraiment la difficulté que c'est d'être une Algérienne sous l'occupation. Déjà qu'être une Algérienne c'est pas forcément évidente parce que femme, mais sous l'occupation je pense que c'était pas beaucoup plus facile, et on sent vraiment voilà toute la difficulté qu'il y a par rapport au fait d'être une femme, par rapport à la religion. J'ai adoré cette histoire, vraiment je me suis totalement laissée embarquer par l'univers, par l'ambiance qu'elle arrive à mettre, l'ambiance vraiment d'Algérie. J'ai adoré cette histoire, j'ai vraiment adoré, j'ai très envie de la relire d'ailleurs, parce qu'en plus ça se lit assez rapidement parce que c'est écrit relativement gros, donc j'ai très hâte, comme ça je pourrais bien la noter en plus, parce que pareil la plume est vraiment très jolie, et il y a plein d'endroits que j'ai soulignés parce que c'était hyper joli et que tout simplement je voulais le garder. Par exemple là j'avais souligné: on n'écoute pas une personne malade comme on écoute une conversation mondaine, il faut écouter au-delà des mots pour entendre les vibrations de l'âme, les fréquences du cœur et les palpitations du sang et de la lymphe, et pour y parvenir il faut savoir écouter avec tous ses sens, l'ouïe évidemment, mais aussi le toucher, la vue, l'odorat et parfois même le goût. J'ai adoré cette histoire et je la relirai avec grand plaisir. Ensuite je triche entre guillemets un petit peu parce que j'ai mis une BD que je vous ai déjà présentée, une BD que j'adore, c'est Je ne partirai pas de Mohamed Sabahane à la maison d'édition Alif Bata. Donc c'est une BD tout en noir et blanc comme ça qui reprend en fait certaines histoires palestiniennes, des histoires forcément comme vous en doutez pas forcément évidentes, et l'auteur en fait le met sous forme de BD mais dans une histoire assez particulière parce qu'il se met en scène lui-même. En fait il y a un petit oiseau qui vient le chercher en prison et qui lui raconte des histoires que les Palestiniens vivent, et il y a des histoires mais qui font tellement mal au cœur. On voit la combativité que peuvent avoir les Palestiniens, on voit la mort qui les entoure, l'injustice, on voit l'impuissance, mais on voit l'espoir, on voit la résilience, on voit à quel point ils demandent pas grand chose en fait. Eux voilà, ils sont tellement dans la résilience, dans l'acceptation presque de ce qu'ils vivent, ils demandent pas grand chose en fait, ils demandent juste une vie normale, et c'est hyper touchant, c'est poignant comme BD. J'ai du mal à en parler sans avoir un petit peu le trémolo dans la voix, mais lisez-la, je suis sûre que si vous êtes touché en plus par la cause palestinienne, ça vous touchera, c'est sûr et certain. Et je la relirai pareil, c'est sûr. C'est sûr. Et enfin, je vous en ai parlé il y a pas très longtemps, mais La danse des flamants roses de Yara El Radben à la maison d'édition de mémoire d'Encrier, que j'ai plus qu'adoré. Dans cette histoire, on est donc en Palestine, et la mer morte s'est évaporée et ça a amené la maladie du sel qui a tout simplement disséminé toute l'humanité, sauf un petit groupe qui s'est réfugié dans une vallée. Petit groupe qui du coup doit un petit peu évoluer pour s'adapter, parce que du coup ils n'ont plus rien à manger et ils vont un petit peu copier les flamants roses pour justement survivre. Et on voit du coup tout le lien qui commence à naître avec la nature, avec les vivants,
pas les humains, pas les animaux, mais avec les vivants. Et je trouve que c'est une telle leçon d'humanité, c'est une telle leçon d'écologie, de nature, de vivant, vraiment de vivant. C'est une leçon de vie, ce bouquin. J'ai adoré cette idée de langage du vivant, cette idée de il faut prendre modèle en fait sur la nature pour qu'on puisse survivre, parce que c'est littéralement ce que nous on devrait faire en tant qu'humains, parce que les animaux savent ce qu'il faut faire, savent tout ce qui est bon pour eux. Ils n'ont pas besoin de technologie, ils n'ont pas besoin de tout ça pour savoir ce qui est bon pour eux. Et il y a chacun des personnages sert à quelque chose, chacun des personnages apporte une morale, apporte quelque chose au scénario, ils apportent tous vraiment une plus-value à l'histoire. Et j'ai trouvé que la plume de l'autrice est tellement jolie, elle est pleine de poésie, pleine de douceur, pleine de vérité, apportée avec douceur mais apportée avec un petit peu de punch également, un petit peu de... Elle passe pas par quatre chemins pour vous dire la vérité. C'est tellement beau comme roman, j'ai plus qu'adoré. Même les personnages, ils ont tous, voilà, comme je vous ai dit, quelque chose de particulier à apporter. Ils ont tous un petit grain de sel qui fait qu'on les apprécie ou pas. Il y a des leçons, voilà, sur la vie, sur l'écologie, sur la colonisation bien entendu. C'est un roman qui m'a marqué, c'est un roman que je garderai très précieusement, que je relirai avec grand plaisir. Comme vous pouvez le voir, je l'ai annoté et je suis trop contente de l'avoir découvert, parce que j'ai passé un excellent moment. C'est clairement ma meilleure lecture de l'année et alhamdoulilah pour ça, parce que c'était vraiment hyper enrichissant, je trouve, comme lecture. Donc je vais vous lire un petit extrait. Sache que la vie est plus intelligente que nous. Elle est patiente et le temps pour elle est infini. Elle a pris des siècles à grandir et à s'enraciner. Elle a parlé au soleil et à la lune, elle a parlé aux animaux et aux oiseaux, elle a semé la terre et la mer, elle a cueilli les vents et les étoiles, même les lieux les plus hostiles couvent la vie. Il suffit de tendre l'oreille et de fermer les yeux. Et c'est tout comme ça, un petit peu poétique, et lisez-le, franchement, lisez-le et revenez vers moi pour m'en donner des nouvelles, parce que j'ai adoré cette histoire. Du coup, voilà les 5 romans que j'ai le plus aimé de absolument toute l'année. C'est des romans, voilà, qui m'ont marqué, c'est des romans que je garderai en tête et c'est des romans que je vous conseille de au moins découvrir. Mais j'aurais également pu vous parler de Steam Sailors, dont j'ai adoré l'univers, dont j'ai adoré les personnages. J'aurais pu vous parler de Memento Mori, qui a un univers hyper original avec des immortels qui sont traités de manière un petit peu différente de ce qu'on peut avoir l'habitude. J'aurais pu vous parler de L'ombre de la sultane, qui a été une hyper bonne découverte pour moi. Il y a juste un élément que j'ai un petit peu moins aimé, parce que ça reprend un personnage important de la religion musulmane et que du coup ça m'a mis hyper mal à l'aise, mais ça prouve que c'était hyper bien fait. J'aurais pu vous parler d'Elantris, j'ai enfin découvert Brandon Sanderson et ça a été une excellente lecture. Il y a un univers hyper intéressant, des personnages hyper bien construits. J'aurais pu vous parler du Le Royaume des Reflets, qui a une ambiance absolument folle, qui est incroyable pour Halloween, parce qu'il y a vraiment une ambiance où on a l'impression qu'on va se faire attraper par l'obscurité. J'aurais pu vous parler de Traverser les montagnes et Naître ici, qui est un roman par rapport à une Syrienne qui a fui donc la Syrie et qui se retrouve en France et doit un petit peu s'adapter, qui c'est hyper poignant comme roman également. J'aurais pu vous parler des Brumes de Cendrelune. J'ai lu le premier tome, j'ai adoré l'univers créé, j'ai beaucoup aimé la plume, j'ai beaucoup aimé la manière en fait dont justement la magie fonctionnait dans ce roman. Et j'aurais également pu vous parler de Les Jumeaux Croche-Mort, que j'ai lu en décembre, qui a pareil une ambiance assez sombre, assez dark pour du jeunesse, qui donne très envie de découvrir la suite, parce qu'il y a ce côté mystérieux qui est hyper entraînant. Donc voilà, un petit peu le palmarès de mes meilleures lectures de 2024. N'hésitez pas vous à me dire quelles sont vos lectures préférées de 2024. N'hésitez pas, ça me donnera des petites recommandations. Et sur ce, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker la vidéo si celle-ci vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous fais des bisous et surtout, prenez soin de vous.